Le commandant Rémi Février, officier sous contrat, membre de la cellule intelligence économique de la gendarmerie nationale, professeur associé à la Sorbonne et docteur en sciences de gestion. Et vous êtes également un ancien chef d'entreprise. Vous connaissez bien ce monde-là. Je vais vous demander de vous installer ici même. Et mon commandant, vous allez nous apporter votre éclairage et l'analyse de la situation en état des lieux, des actes de cybercriminalité en hausse, bien entendu, les dispositifs de piratage, les failles dans les systèmes, mais aussi au-delà du pur système d'information, vous nous parlerez d'intelligence économique. Et attention au mot intelligence, il est très trompeur dans ce cas-là. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ceux qui étaient là l'année dernière, je leur ai parlé de sécurité des systèmes d'information au sens premier du terme, avec des images que j'ai voulu un peu choc pour les impacter. Cette année, on m'a demandé de placer ça dans une perspective un peu plus large, qui est l'intelligence économique. Pourquoi? Tout simplement parce que l'image d'Épinal du jeune hacker, le petit génie de l'informatique dans son garage, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg en matière de risque numérique relativement à l'entreprise. En fait, la sécurité des systèmes d'information se traduit par un concept plus large qui est celui d'intelligence économique. Alors, comme l'a dit M. Picot, effectivement, attention au mot intelligence économique, parce que le mot intelligence économique, on en est un peu tributaire. Pourquoi? Parce que intelligence économique est la traduction littérale de business intelligence ou competitive intelligence, et en anglais, intelligence, ça n'a jamais voulu dire intelligence, mais renseignement. Donc vous voyez, ça tient de la gageure au départ pour expliquer un peu de quoi il retourne. Alors, je vais vous faire une rapide présentation. Alors, on m'a donné un quart d'heure. En général, c'est une conférence que je fais en 2 heures, donc vous m'en excuserez par avance, balayer un certain nombre de problématiques. Mais je vais essayer de vous donner un aperçu, somme toute, le plus exhaustif possible de ce qu'est l'intelligence économique et surtout derrière, quels sont les enjeux en matière de vulnérabilité pour les entreprises françaises. Et je voudrais insister sur quelque chose, c'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a plus de dichotomie en matière d'attaque entre la taille de l'entreprise, le secteur de l'entreprise ou son domaine d'activité. Le facteur discriminant, déterminant des attaques, c'est uniquement aujourd'hui la compétitivité de l'entreprise, le niveau de l'entreprise. Donc, je vais essayer de vous montrer ça un peu plus en détail. Alors, un nouvel environnement mondial, ça c'est la tarte à la crème, on l'apprend même en secondaire, je le redis à mes élèves à l'université, la fin d'un ordre bipolaire, un monde incertain en crise, le déploiement de la société de l'information, le développement d'un capitalisme hyper concurrentiel. J'y ajouterai un facteur encore catalytique, c'est la baisse des coûts de transport. Donc voilà la nouvelle donne géopolitique. Vous voyez qu'on va décliner vers l'entreprise, mais on est tributaire de problématiques géopolitiques. Les conséquences, et ça c'est fondamental, la métamorphose des intérêts de puissance, de la dominance de la puissance militaire à la dominance de la puissance économique. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de guerre. Vous ouvrez la télé ou la radio, vous en êtes tout à fait au courant dans les secondes qui suivent. Je dis simplement qu'aujourd'hui, la dominante économique, l'affrontement, se translate pour une partie et de plus en plus importante sur le domaine de l'affrontement, de la guerre économique. Alors quelquefois on me dit, mon commandant, vous exagérez avec ce vocable, il est un peu trop fort. Je vous garantis que non, et je vais essayer de vous le montrer. Donc l'avènement d'une économie de la connaissance où la maîtrise de l'information devient un facteur clé de la compétitivité. Alors, juste une rapide définition, l'intelligence économique a pour triple finalité de mobiliser et coordonner les connaissances et les compétences privées et publiques, fondamentale, dans un contexte concurrentiel tout à la fois exacerbé et traversé par des stratégies géoéconomiques, afin d'en tirer un avantage économique au profit des entreprises et de la collectivité. Elle doit être, et ça j'insisterai lourdement dessus, une culture et un état d'esprit, de même que la sécurité des systèmes d'information doit faire partie prenante de la culture de l'entreprise. Et ça, malheureusement, on a quelques réticences en France à considérer qu'on peut être victime de risques. Une chaîne de savoir-faire, veille, sécurité économique, influence, et une politique publique. C'est dans ce cadre, d'ailleurs, que j'interviens aujourd'hui devant vous. Alors, pour faire clair, l'intelligence économique, c'est ça. C'est un triptyque, avec la veille, la sécurité économique et l'influence. Alors, la veille, toutes les entreprises en font. Depuis la première entreprise en Mésopotamie, dont on a les traces. Je vous rappelle que les cunéiformes ont été inventés à un but comptable. C'est moins poétique, mais tout à fait rationnel. Eh bien, l'entreprise fait de la veille.
Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la notion de veille, on ne peut plus la limiter à une veille concurrentielle ou une veille produit. On doit absolument décliner cette notion de veille à tout un tas de domaines différents. La veille brevet, la veille juridique, la veille géostratégique, la veille, pourquoi pas, fiscale, et la prise en compte de ce qu'on appelle les risques non conventionnels. Mais je crois qu'un spécialiste juridique vous en parlera tout à l'heure. Cette notion de veille est fondamentale. Encore trop peu d'entreprises françaises, et notamment les PME, PMI, qui sont dans les 95% du territoire que maille la gendarmerie nationale, ne se préoccupent pas outre mesure de la veille. Or, aujourd'hui, dans un monde où les normes sont fondamentales pour les entreprises, il convient de s'occuper de ce qui se passe en amont pour essayer de voir si une norme qui a été construite dans une enceinte supra-étatique, eh bien, risque d'impacter l'activité de l'entreprise. La sécurité économique, bon, ça, on en a des exemples tous les jours, hein, c'est une problématique ô combien contemporaine. On a du mal à faire comprendre aux gens que la sécurité des entreprises, en tant que collaborateur de l'entreprise, en tant que dirigeant de l'entreprise, en tant que membre du board, c'est à eux de l'assumer comme une chaîne. Et la sécurité de l'entreprise, le niveau de sécurité de l'entreprise est au niveau, comme le dit la formule, de son maillon le plus faible. Et puis l'influence. Alors là, très honnêtement, par rapport au monde anglo-saxon, c'est là où nous avons le plus de mal. Parce que l'influence égale lobbying, et dans l'esprit français, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est assez mal perçu. Alors que nos concurrents, eux, se sont mis à la page depuis bien longtemps, et pas uniquement les anglo-saxons, et savent en tirer parti. Alors, le diagnostic. La passivité face aux tentatives de prise de contrôle d'entreprises sensibles par des fonds d'investissement étrangers, si j'avais le temps, je vous décortiquerais une prise de contrôle type par un fonds d'investissement, ces derniers s'appuyant sur une stratégie de puissance globale, la plupart du temps avec leurs États respectifs derrière eux. La vulnérabilité des systèmes d'information, et comment ? L'insuffisante protection du secret économique, on peut légitimement penser qu'avec les textes de loi récents, ça va certainement évoluer, et le manque de vigilance passe face à l'instrumentalisation étrangère des procédures judiciaires. Et oui, on a de plus en plus affaire à des procédures judiciaires qui sont mises en place, qui sont définies pour capter au final dans le sens de la défense. Quand vous vous défendez, vous êtes bien obligé de donner des informations sur votre entreprise et vos produits. C'était le but de la manœuvre. Ça ne visait pas un but de concurrence déloyale à la base, mais on va capter les informations. Le risque, atteinte à la sécurité nationale et à la compétitivité, perte d'indépendance nationale, destruction d'emplois et de richesses. C'est dans ce cadre que se place la gendarmerie nationale dans ce rôle de sensibilisation des entreprises et des dirigeants des secteurs publics et privés. Ce sont les problématiques d'atteinte à la sécurité nationale. Et comme je vous l'ai dit, avec cette vocable de translation, avec un fort tropisme sécurité économique. Alors, la solution, pour autant qu'on puisse parler de solution, définir et mettre en œuvre une vraie politique de sécurité économique, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce que l'État essaye de faire année après année, mais on part de loin. Donc on fait ce qu'on peut et on fait du mieux qu'on peut avec les ressources limitées dont on dispose. Protéger le périmètre stratégique de souveraineté, accompagner les entreprises d'intérêt national dont font partie les PME, PMI dans leur démarche de sécurisation de l'information stratégique. Alors, juste un exemple pour vous marquer. Ne croyez pas, encore une fois, que les entreprises qui sont victimes de ce genre de choses sont toutes dans le secteur de l'high-tech, de l'aéronautique, de la défense. Je suis tombé un jour sur une productrice de pommes dont l'entreprise de 40 personnes, une PME du sud de la France, avait fait l'objet d'une attaque informationnelle via Internet de la part de ses concurrents. Eh bien, elle avait mis au point un produit un peu révolutionnaire. Eh bien, 3 mois après, devant les rumeurs de dangerosité du produit, elle a été obligée d'arrêter d'utiliser ce produit. Vous voyez, des pommes. On est loin de la high-tech, mais on est quand même dans le fondamental. Alors, la France. Un retard préoccupant. Des affaires emblématiques récentes, l'affaire J'aime Plus, qui a été vraiment un traumatisme suite auquel on a mis en place une politique publique d'intelligence économique. Rapport Martre, en 1994, première fois qu'on parle d'intelligence économique en France, et rapport du député Bernard Carayon en 2003. Un retard français par rapport à nos grands concurrents dans la maîtrise de l'information. Les causes, toujours valables aujourd'hui. On essaye de corriger, mais encore une fois, il y a loin de la coupe aux lèvres. La coupure publique-privée, l'absence d'une culture collective de l'information. Trop souvent, malheureusement, pour nous, Français, l'information, c'est le pouvoir. Pourquoi est-ce que j'irais partager une information avec mes collègues, sachant qu'un de mes collègues plus malins pourrait peut-être s'en servir pour devenir moins de plus un ? Dans les pays anglo-saxons, au contraire, on voit très bien une mutation. Aujourd'hui, celui qui acquiert,
pour autant que ce soit le but du pouvoir, c'est celui qui va être le plus enclin et le plus rapide à partager l'information. Vous voyez, on n'est pas dans le même paradigme. Et des dirigeants mal préparés à comprendre et à combattre les menaces. Et ça, c'est la problématique avec laquelle on essaye de traiter tous les jours. Alors, les dispositifs nationaux d'intelligence économique. Alors, les slides que je vais vous montrer sont assez explicites. Alors, encore une fois, je m'excuse par avance, le but, c'est pas que vous preniez une corde et un parpaing en sortant, c'est juste pour vous montrer à quel point, contre quoi on se bat au quotidien, de manière à ce que vous soyez informés. Les dispositifs nationaux d'intelligence économique. L'intelligence économique a pris dans les pays dans lesquels l'État est fortement présent. Les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne. Et je vais vous donner ces 3 exemples. Il y a une convergence des intérêts État-entreprise. L'intérêt national et la performance des entreprises vont de pair. C'est quelque chose dont on est convaincu, mais qu'on a du mal à faire partager. Et des outils d'intervention adaptés à l'économie contemporaine, les fonds d'investissement, les fonds souverains également, c'est un autre type, les relais d'influence de type think tank ou les ONG. Alors voilà le dispositif américain d'intelligence économique. Vous pouvez y voir, tout y est. Et en fait, si j'avais eu la possibilité de mettre l'intégralité de la slide, vous verriez même, au niveau de l'exécutif, la NASA, vous voyez, la CIA, la NSA, le FBI, avec toutes les agences de l'exécutif, les agences fédérales, le législatif, finalement, le Congrès, le monde des affaires, les think tanks, les agences privées de renseignement, tout le monde tire dans le même sens. Voilà le dispositif américain d'intelligence économique. Voilà le dispositif japonais. Alors vous pouvez voir que c'est dense également. Ce qu'il faut juste noter, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement centralisé. Tout remonte au Premier ministre. Le dispositif britannique, là aussi, alors c'est peut-être un peu plus clair, mais vous pouvez voir que des items comme la City, les cabinets privés de Business Intelligence et le Commonwealth sont quelque chose de fondamental. Et voilà le dispositif français. Alors il a un peu été revu. Aujourd'hui, le haut responsable d'intelligence économique a pris le nom de délégué interministériel à l'intelligence économique et il est rattaché directement au président de la République. Et vous pouvez voir que c'est plus modeste dans les faits, mais ça a le mérite d'exister et on essaye de faire du mieux qu'on peut. Et encore une fois, c'est en pleine expansion. Mais on a besoin des entreprises. Comment voulez-vous faire en sorte qu'une politique publique d'intelligence économique atteigne ses buts et fonctionne si tout le monde ne tire pas dans le même sens? Le vrai problème, il est là. Notre problème, il est avant tout culturel. Il n'est pas technique. Alors, les risques et les menaces. Les risques industriels et technologiques, vous voyez, je balaye large, je ne m'occupe pas uniquement des systèmes d'information, j'essaye de les introduire dans un domaine, dans un environnement un peu plus large. Les risques industriels et technologiques, physiques, évidemment, destruction de l'outil de travail, vol de produits finis destinés aux assembleurs finaux ou entre 2 fournisseurs, ce sont des réalités. Ne croyez pas que ce sont des exemples exacerbés, volontairement montés en épingle. Ce sont des exemples auxquels nous, Gendarmerie nationale, et j'y associe mes collègues de la police nationale, nous sommes confrontés au quotidien. Le risque économique, financier, juridique, réglementaire et social, la contrefaçon, les OPA hostiles ou les rachats de sociétés, l'évolution de la réglementation, le lobbying, tout ça aussi fait partie des risques que connaissent les entreprises. Et puis les risques liés à l'image, l'information, la communication, action des groupes de pression, campagnes diffamatoires, les PME, PMI, comme les grands groupes, peuvent être victimes de divulgation d'informations et le vol d'informations. Le risque organisationnel et informatique, l'intrusion, et oui, quel meilleur moyen de pénétrer une entreprise que de pénétrer son système d'information? C'est la voie royale. Vol de matériel, les disques durs. Alors, un exemple concret qu'on a connu en Nord-Pas-de-Calais, une entreprise qui récupérait les disques durs. Eh bien, nous avons vu des concurrents issus d'un grand pays asiatique venir proposer 1 000 € pour récupérer une benne de disques durs, en se disant vraisemblablement, eh bien, je ne fais pas de procès d'intention, je m'interroge, la suspicion légitime du gendarme, en se disant, eh bien voilà, 1 000 € la benne de disques durs, peut-être que dans le nombre de disques durs qui sont stockés dans la benne, il y aura peut-être une pépite dont on pourra tirer parti. La réalité des choses aujourd'hui, c'est ça. Le risque, la perte de ressources et de compétences, les débauchages, la rupture de chaîne d'approvisionnement, et puis le risque stratégique, le boycott, le ralentissement économique du secteur, concurrence des nouveaux entrants, mauvais choix d'investissement. Ça, on rentre plus dans la stratégie de l'entreprise. Les grandes problématiques de la sécurité, protection de la confidentialité,
protection des personnes et des biens, on aura l'occasion d'y revenir pendant le débat, la SSI, évidemment, et la gestion des risques informationnels. Par contre, je voudrais tordre le cou à quelque chose qui veut que, en gros, les pertes d'informations dans les entreprises soient exclusivement liées à la pénétration des SI. C'est vrai que c'est un moyen commode, mais regardez la statistique, c'est la seule dont je vous parlerai. 78% des pertes d'informations stratégiques qu'on a relevées dans les entreprises françaises sont le fait d'indiscrétions verbales. Vous savez, le système d'information, c'est comme un tuyau. Vous pouvez toujours attaquer le tuyau si vous avez une perceuse. Mais où le tuyau est le plus vulnérable? À ses extrémités. Et à ses extrémités, vous trouvez des hommes. J'ai tout vu, vous savez. Quand j'ai fait des audits, j'ai vu le post-it dans mon ancienne activité, comme M. Picot l'a relevé tout à l'heure. J'ai vu des post-it avec l'ID et le mot de passe sur l'écran, pour les plus malins sous le clavier. Et au niveau des mots de passe, quand vous avez le nom de la femme, des enfants, la date de naissance, vous craquez environ 70% des mots de passe. On en est encore là aujourd'hui. Les informations également, au-delà des indiscrétions, sciemment dérobées. Les auteurs, les anciens employés, les concurrents, les sous-traitants, les employés actuels et les stagiaires. Vous imaginez bien que si je voulais détailler, j'en aurais pour toute la journée, j'essaye juste de vous faire balayer les vecteurs potentiels de perte de vol ou de vol d'informations stratégiques. Alors, confidentialité, des pistes d'optimisation, c'est quand même mon rôle. 4 grands types d'actions à mener. Définir des droits d'accès à l'information. Tout le monde n'a pas besoin de tout connaître dans une entreprise. Appliquer une politique de rangement et de classement systématique, la politique dorénavant célèbre du bureau rangé, que certaines grandes entreprises françaises, Dieu merci, mettent en place de manière tout à fait active, qui veut que n'importe quel membre de l'entreprise, même au plus haut niveau, s'il laisse traîner son ordinateur le soir, le lendemain, il va chez le DG ou le DRH le récupérer. En général, il le fait une fois. Après, il est sensibilisé de lui-même. Sensibiliser au danger, la sensibilisation, c'est quelque chose d'important. Et puis responsabiliser, faire participer aux choix technologiques. La sécurité des systèmes d'information, je redis un peu ce que j'ai dit l'année dernière, mais il n'y a pas de secret d'une année sur l'autre. Utiliser des moyens d'authentification strictement personnels, ne jamais communiquer identifiant et mot de passe à des tiers, passer en écran de veille à les trains, les avions. Si vous saviez ce que je trouve dans les trains et les avions. Si vous saviez le nombre de stratégies d'entreprise que je pourrais revendre si je n'étais pas gendarme et si j'étais malhonnête, vous n'imaginez pas. Pourquoi? Parce que malheureusement, les cadres d'entreprise considèrent trop souvent qu'un avion ou un train ou un aéroport ou une gare ne sont que le prolongement de leur bureau. Vous ne savez jamais qui est à côté de vous. Nous ne sommes pas dans James Bond ou X-Files, comme j'aimerais vous raconter une fable. Malheureusement, c'est ce que nous voyons, nous, en gendarmerie au quotidien. Les postes nomades, bon, on a eu des exemples de vols dans les aéroports étrangers. Enfin, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Les clés USB gardées sur soi est quand même un bon moyen. Mais le meilleur moyen qu'on ait trouvé, sachant que, j'insiste bien, le risque zéro n'existe pas, c'est quand même le cryptage, de très loin. Et vous avez le site ssi.gouv.fr où vous avez tout un tas de solutions de cryptage qui ont été notées par les services spécialisés de l'État. Ça, je ne résiste pas. Voilà un exemple réel de dispositif d'écoute. Alors, vous allez me dire, ça fait un peu bricolage, c'est vrai. Mais c'est un exemple réel que j'ai trouvé dans mon ancienne activité professionnelle. C'est un dispositif, certes, un peu, comment dire, fait de briques et de broc, mais c'est un dispositif, tout simplement, d'écoute téléphonique. Je ne vous dirai pas où je l'ai trouvé, mais en tout cas, sachez que ça existe. C'est un exemple concret. Et croyez-moi, il y a beaucoup plus sophistiqué de nos jours. Et puis, le social engineering, ça aussi je pourrais vous en parler, le nombre d'OPA potentiels ou le nombre d'acquisitions qui ont échoué à cause de bavardage intempestif vis-à-vis de quelqu'un au téléphone dont on n'a pas vérifié l'identité, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Alors les faux entretiens d'embauche, sachez que c'est une pratique qui se développe de plus en plus, et surtout au niveau des directeurs de services R&D et de la direction de la DAF. Sachez-le. Ne jamais laisser là encore une fois, les déplacements, son écran visible par des tiers, couper l'ensemble des connexions à distance, jamais perdre de vue son ordinateur, encore une fois, clé USB, crypter ses données. Donc pour terminer, j'espère être resté dans les temps, eh bien, je vous dirais que, même si je n'ai pu en dresser qu'un rapide aperçu, mais j'espère qu'on pourra en parler plus en détail lors de la réunion, eh bien, l'intelligence économique et plus largement la protection de l'information stratégique n'est pas réservée à quelques-uns, mais c'est l'affaire de tous dans l'entreprise.
Et cette notion de confidentialité de l'information, cette notion de sécurisation de l'information stratégique doit être partagée par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Si vous faites partager aux cadres dirigeants, aux membres du board, au middle management uniquement vos préoccupations, ça restera lettre morte. Je vous remercie.